Mario Gilbert, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette rencontre avec la Fédération des maisons de la laïcité. Avec plaisir. Voilà. Donc on ne vous présente plus, mais je vais quand même en quelques mots vous resituer. Vous êtes directeur de recherche FNRS à l'Université libre de Bruxelles, où vous dirigez le laboratoire d'épidémiologie spatiale. Spécialiste mondialement reconnu notamment de la grippe aviaire, vous avez été dès le début de la crise du Covid un des visages les plus médiatiques. Fortement sollicité, vous avez aussi fait partie du groupe d'experts qui conseillait le gouvernement dans sa stratégie de déconfinement. Et aujourd'hui, vous êtes vice-recteur à la recherche de l'ULB. Est-ce que j'ai oublié quelque chose d'important? Non, tout est dit. Donc vous restez un observateur clé de l'évolution de la pandémie. Et vous avez publié aux éditions Luc Pire un livre où vous partagez votre expérience personnelle, vous qui avez vécu vraiment la crise du Covid de l'intérieur. Et donc, ce livre s'appelle Juste un passage au JT, mais il aurait très bien pu s'appeler aussi Dans les coulisses de la crise, tellement vous n'édulcorez ni votre propos, ni votre pensée. On vit vraiment la pandémie de l'intérieur. C'était votre but ? Quand il y a une difficulté, c'est toujours mieux de comprendre ce qui s'est passé. Ça aide à passer au-dessus. Et donc, je voulais essayer de rassembler dans un seul contenu, en fait, des interventions, des réflexions, etc., qui m'étaient venues pendant toute la longueur de la crise, de façon à donner, parce qu'en un seul objet, quelqu'un qui se pose des questions sur ce qui s'est passé puisse se dire, ah ben voilà ce qui nous est arrivé. Donc, la première volonté, c'était une volonté didactique. Et il y a toute une partie qui est consacrée justement à ce que c'est qu'une épidémie, les mythes, et déconstruire certains mythes de solutions soi-disant faciles qu'on aurait pu trouver, des choses comme ça. La deuxième chose, effectivement, c'est vrai que il y a la question de la place du scientifique, qui tout d'un coup, comme ça, on se retrouve plongé au cœur à la fois de la décision et des médias. Et c'est une expérience très particulière. Et donc, il y a effectivement ce récit dont vous parlez, qui est un peu un itinéraire, au travers de tout ça, qui est un itinéraire atypique pour un scientifique. Puisqu'en tout d'un coup, voilà, c'est la réalité, il faut bien s'adapter. Et il y a aussi, et c'est un petit peu parallèle à ça, raconter ma propre expérience personnelle en tant que personne, simplement, qui est confrontée, comme les autres, à une série de mesures, de difficultés, de devoir s'adapter, des choses comme ça. Donc c'est vraiment ces trois récits-là qui s'entrecroisent, un récit, enfin une volonté didactique d'expliquer ce que c'est que la pandémie, pourquoi il a fallu faire tout ça, des choses comme ça. Un récit qui explique un peu effectivement les coulisses des médias, des discussions avec les politiques, les tensions qu'il peut y avoir, les difficultés qui se posent, mais aussi ce qui fonctionne bien, et le récit plus individuel. Mais vous avez été donc hyper sollicité par les médias, vraiment en première ligne. Est-ce que ça fait partie de votre mission ou est-ce que vous avez parfois l'impression d'avoir été un peu instrumentalisé médiatiquement ? Non, j'ai jamais eu l'impression d'être instrumentalisé. J'ai parfois eu le sentiment d'être invité à une émission de façon un peu pour faire le buzz, ou parfois on vous place dans certaines émissions dans une situation qui en fait est conçue pour essayer de construire une espèce de clash, quoi. Il y a une espèce de clash programmé en fonction des invités qu'on va mettre en présence pour faire le buzz. Et ça, il faut avoir le sang-froid de résister à ça, expliquer, de rester dans une approche sereine pour pas jouer ce jeu-là, parce que je pense qu'au final, c'est pas un très très bon, ça va être très bon résultat. Mais sinon, sur la mission, moi, je me suis senti vraiment beaucoup plus utile là que dans mon labo à faire des analyses que je vais publier dans un article scientifique qui sera lu uniquement par d'autres scientifiques. C'est-à-dire qu'il y a un temps pour tout, si vous voulez. En tant que scientifique, notre mission première, c'est de produire du savoir, d'améliorer l'état des connaissances, mais il faut jamais oublier que, et en fait, il y a plein d'académiques qui font ça, qu'il y a d'autres missions dans la vie d'un chercheur. Donc, un chercheur, il produit du savoir, il échange avec ses collègues, mais après, il partage ce savoir. Alors, soit parce qu'il a une activité d'enseignement et donc c'est partagé avec les étudiants, mais il y a aussi une mission qui est très importante, qui est de partager les savoirs avec l'ensemble de la société. Donc, c'est toute la dimension d'impact des recherches et qui est importante et qui est souvent mal connue en fait du grand public. C'est que les gens qui font de la recherche dans une université, ils font pas que de la recherche. Ils font des conférences, ils sont parfois experts dans les médias, comme on l'a vu tout d'un coup très très fort. Regardez sur la crise ukrainienne maintenant, mais tout d'un coup, il y a des universitaires qui viennent et qui partagent leurs connaissances sur la géopolitique, sur la société ukrainienne, etc. Ça fait partie des missions de la recherche qui sont souvent moins connues, mais qui sont importantes. Et voilà, et ça, c'est vrai que tout d'un coup, les experts se sont trouvés vraiment au devant,
Mais je pense que ça fait vraiment partie du métier. Oui. On est vraiment passé de tout de rien à tout, presque. Cette surmédiatisation, elle a été clair. positive ou plutôt négative? Elle a servi ou desservi la cause des scientifiques? Alors, je pense qu'il y a vraiment différents moments qu'on peut distinguer. Dans un premier temps, face à l'inconnu, les experts ont vraiment servi de point de repère. Et quand je pense à ça, je me réfère surtout à la première vague, quand on est dans cette situation de lockdown qui est mal comprise, etc. La plupart des experts, d'ailleurs à ce moment-là, la population a une vision très largement positive des experts. Là où ça devient un peu plus compliqué, c'est quand effectivement la crise se prolonge, qu'il y a des tensions sur l'impact que les mesures ont sur la vie de chacun, et que les experts sont vus comme étant ceux qui, entre guillemets, piloteraient la décision ou prendraient des décisions à la place du politique, ce qui n'a jamais été le cas. Ça, je le développe justement dans le livre. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, la position est plus tendue parce qu'en fait, il y a plusieurs rôles. Il y a le rôle de l'expert qui vient expliquer des choses dans les médias, qu'on interroge, qui donne son avis, qui essaie de contribuer au débat public. Et puis il y a aussi le rôle de l'expert qui est dans des groupes d'experts d'aide à la décision du gouvernement ou à différents niveaux. Et là, il influence directement les décisions qui vont être prises. Et donc, c'est deux rôles distincts, mais qui parfois se confondent aussi dans la vision que le public peut en avoir. Et donc, oui, mais inévitablement, je pense que c'est plutôt bien que des décisions soient prises après une consultation de personnes qui s'y connaissent bien par rapport à un domaine comme celui-là. Donc, on a bien compris que ça fait partie entièrement de votre mission, de votre travail, mais vous écrivez quand même dans votre livre, je cite, « Aucun expert n'a jamais choisi ce métier avec l'ambition d'être un jour reconnu dans la rue ». Cet aspect médiatique, cette perte d'anonymat, vous l'avez vécu comment de manière un peu plus personnelle? Mais encore une fois, moi j'ai eu globalement des réactions plutôt positives et sympathiques, donc ça n'a jamais été un poids. C'est juste, effectivement, moi j'avais beaucoup de craintes à un moment d'être pris en défaut par rapport aux mesures, parce que tout d'un coup ça a une portée qui me dépasse complètement, et les conséquences, c'est susceptible de décrédibiliser un peu la politique sanitaire. Si à un moment, un expert, par maladresse, est vu à ne pas respecter, entre guillemets, les mesures. Et donc, là, il y a une espèce de voie de vigilance. Et c'est vrai que par moment, cette perte d'anonymat, elle est problématique, parce que c'est agréable de pouvoir se trimballer sans être dans l'anonymat. C'est vrai que... Mais c'est pas quelque chose qui m'a beaucoup pesé, et je le vois bien maintenant, alors au cœur, comme ça, dans les mois qui ont suivi immédiatement, là, je ne pouvais pas faire 3 pas sans que des gens se retournent. Et maintenant, c'est amusant, c'est plutôt, je vous ai déjà vu quelque part, mais je ne sais pas où. C'est la réaction la plus fréquente. C'est des gens qui me reconnaissent, mais qui ne savent plus très bien où est-ce qu'ils m'ont vu. Et ça montre bien qu'en fait, les choses bougent et que ce n'est pas définitif. Et que dans 6 mois, à moins que tout d'un coup, on ait de nouveau une crise, mais je ne pense pas qu'on l'aura, ce sera derrière, si vous voulez. Donc, c'est pas vraiment quelque chose qui est très pesant. Prenons votre livre. Donc, votre livre, nous l'avons trouvé fort bien. Donc, il simplifie les choses sans être simpliste. Il y a beaucoup de pédagogie, énormément d'honnêteté. Il y a même des touches d'humour. C'est 200 pages très bien construites. Et puis, tout d'un coup, il y a un quotidien qui titre « Mario Gilbert a fait une lockdown party ». 2 lignes de votre livre. Oui. Comment est-ce qu'on fait avec une presse qui ne retient que ça? Ce sont des médias qui, en fait, jouent sur la proximité et sur le fait que leur lectorat puisse se reconnaître dans les personnes. Et donc, à la fois là, ils sont dans un côté un peu provocateur, parce qu'ils vont aller chercher uniquement ça, effectivement, dans un bouquin qui recèle plein de choses. Mais le mécanisme qu'ils cherchent, c'est en fait montrer qu'on est des gens comme les autres. Et que du coup, les lecteurs peuvent se reconnaître dans... C'est pour ça qu'en fait, ils vont chercher parfois des anecdotes sur les politiques, etc., parce qu'ils ont un public plus populaire, et que c'est important pour eux de créer, si vous voulez, cette espèce de lien. Voilà, moi je peux encore sourire. Ce qu'on peut regretter, c'est qu'au-delà du titre, c'est si, dans l'article qui suit, c'est s'il n'y a rien en termes de contenu, là ça devient vraiment dommage, parce que c'est manquer une opportunité, au travers peut-être d'une accroche, de susciter une réflexion, une interrogation, d'être plus fidèle par rapport au contenu du livre. Alors, je ne me rappelle plus de l'article de l'ADH, je ne sais pas si c'est le cas ou pas. Et c'est là que ça devient problème. Si on reste tout le temps dans la surface, dans l'anecdotique, c'est vrai qu'on ne contribue pas vraiment à une amélioration des connaissances dans la population. Si c'est juste une accroche pour créer un lien de connivence, pour qu'après,
effectivement les gens lisent l'article et apprennent quelque chose, ça peut être intéressant. Mais pour le moment, il y a quand même une partie de la population qui est un peu il y a une rupture de confiance avec les médias traditionnels. Vous qui avez vécu ça, tout ce processus médiatique de l'intérieur, quel est votre avis là-dessus? Vous comprenez cette rupture de confiance ou vous pensez qu'on l'exagère ou... Avec l'avènement d'Internet, il y a eu comme ça une décentralisation de la production d'informations et qui s'est encore exacerbée beaucoup plus fort avec d'une part les réseaux sociaux et avec le fait que les réseaux sociaux, qu'on y a accès sur notre téléphone, qu'il ne fallait plus juste un ordinateur. Donc l'accès à une information très très décentralisée s'est multiplié par les moyens techniques. Donc il y a des dizaines, des centaines, des milliers potentiellement de producteurs d'informations qui se développent, qui essayent de vivre, des choses comme ça. Et ça participe à une espèce d'éclatement des canaux d'information dans lesquels les médias traditionnels doivent composer. Et donc, alors eux restent avec une déontologie forte et donc, en fait, s'impose un certain cadre déontologique par rapport à la production de contenu. Et c'est vrai que quand on a comme ça des situations de crise dans lesquelles il y a des mesures qui peuvent être impopulaires, etc., mais des contenus qui apparaissent, qui sont pas dans les médias traditionnels, mais qui viennent proposer une explication qui plaît à un certain nombre de publics parce que c'est plus facile, parce que ça rejette les autorités, parce qu'il vous dit attention, ce qu'on vous dit c'est pas vrai, c'est nous qui détenons une certaine vérité, etc. Mais forcément, ces contenus-là ont tendance à faire de la concurrence au contenu dit conventionnel. Et donc, je pense que tout l'enjeu pour les médias traditionnels, c'est de rester sur tous les terrains en matière de thèmes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de questions taboues. Et je pense que les médias traditionnels doivent s'intéresser à toutes les questions, mais en y appliquant leur déontologie et la rigueur qui est la leur. Donc, je pense que par exemple, un sujet sur lequel il y a beaucoup eu de contre-informations, c'est la question des vaccins et de tout ce qui est les anti-vax, etc. Si les médias traditionnels ne s'intéressent pas à l'hésitation vaccinale, aux raisons pour lesquelles certaines personnes sont dans le rejet des vaccins, à toutes les raisons, eh bien, en fait, ils se coupent de toutes des questions qui intéressent les gens, qui à ce moment-là peuvent être reprises par des tas d'autres médias qui sont parfois alternatifs et dans lesquels il n'y a pas forcément la même rigueur déontologique. Mais vous avez l'air d'avoir quand même une bonne appréhension des médias actuels et de comment tout ça fonctionne. Je veux dire, l'appel aux influenceurs, c'était quand même un coup de maître. Vous êtes le premier, visiblement, à y avoir pensé. Vous pensez que c'était la seule manière de toucher les jeunes? Ils sont coupés des médias traditionnels? Oui, mais je pense pas que... Bon, c'est vrai que moi j'ai eu cette idée-là qui est venue à un bon moment et de toute façon je pense qu'il fallait pas abuser de ce type d'appel comme ça parce que sinon on fatigue. À ce moment-là, c'est comme si on criait au loup tout le temps, donc c'est vraiment des choses particulières. Mais le fait qu'il faille diversifier les canaux de communication, en fait, c'est assez bien connu de ceux qui ont vraiment besoin de la communication. Il n'y a pas une société privée qui fait une campagne de publicité sans avoir un ciblage de ces différents publics cibles. Et s'il y a des publics qui sont des gros consommateurs de réseaux sociaux, ils vont consacrer des budgets importants à une activité de communication sur les réseaux sociaux. On peut penser dans les élections belges ou même aux États-Unis, il y a beaucoup qui se jouent sur les réseaux sociaux. Et c'est pas pour rien qu'il y a plein de politiques qui investissent les réseaux sociaux, qui financent même toute une activité assez importante sur les réseaux sociaux. Là où effectivement, c'est peut-être un peu moins fort, c'est au niveau des médias d'information qui, voilà, cherchent à rentrer dans ce canal-là. Donc on voit effectivement, voilà, la page Instagram de RTBF, il y a toute une série maintenant des contenus qui sont assez accessibles pour les jeunes, etc. Et je pense qu'il y a un vrai rôle pour les médias conventionnels d'investir aussi ces terrains-là pour éviter que ces terrains-là soient, entre guillemets, réservés à des opérateurs qui ne sont pas très sérieux, quoi. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a aussi des opérateurs de production de contenu d'information qui se développent sur les réseaux sociaux, avec les formats de réseaux sociaux, et qui font ça super bien, ou qui font des très très chouettes campagnes. On peut penser à Combini, par exemple, qui fait des vidéos, c'est vraiment très très... ciblé sur les jeunes, sur le partage de vidéos, etc. Ils jouent un rôle important en matière de partage d'informations. Et il y a plein d'acteurs qui se développent. Ça foisonne un petit peu ce milieu-là. Et je pense pas qu'on puisse
aujourd'hui penser la communication et l'information sans avoir une vraie réflexion sur la place que les réseaux sociaux et ces nouveaux moyens occupent. Le gouvernement n'a pas été assez loin dans sa réflexion de la Ça, je pense communication de la pas. crise. Ça, effectivement. Mais c'est pas propre aux réseaux sociaux. Comme je l'avoque un petit peu cette partie-là, quand il y a une campagne électorale, on reçoit tous des toutes boîtes. Notre boîte aux lettres est pleine de documents qui nous informent sur tel ou tel candidat politique. Je ne sais pas si vous avez le souvenir d'avoir reçu un toute boîte qui vous disait ce qu'il fallait faire par rapport au Covid. Il n'y a pas eu grand-chose. Donc ça veut dire qu'en fait, toute cette espèce de communication push qui va à la rencontre des personnes, en fait, n'a pas été tellement mobilisée pendant la crise. Or, on sait que c'est là que la communication se gagne. C'est-à-dire qu'il y a des limites à la communication de masse par le JT, ou par les médias conventionnels. Et c'est là qu'il y a un engagement peut-être plus fort qu'on aurait pu attendre de la part des autorités dans la communication. Vous écrivez dans votre ouvrage qu'au moindre problème de communication, par exemple du gouvernement, les réseaux sociaux se chargent de donner une caisse de résonance énorme. Est-ce qu'il est compliqué de faire passer des informations scientifiques correctes avec tous ces réseaux sociaux ou pas? Oui, c'est compliqué et c'est parfois un peu décourageant parce que c'est un peu le mythe de Sisyphe, quand on a l'impression de répéter chaque fois la même tâche, d'avoir expliqué les choses une fois, 2 fois, 10 fois, et que parfois une information portée par une personne qui vient raconter quelque chose vient tricoter tout ce qu'on a cherché à construire, vient démonter. Donc c'est pas facile, mais je pense que la meilleure... En fait, il faut faire de la prévention par rapport à ça. Et la prévention, c'est quoi? C'est de l'éducation aux médias. Je pense que vraiment, ça au niveau des écoles secondaires, c'est vraiment un chantier, je pense, utile, c'est de faire de l'éducation aux médias et aux médias numériques en particulier, et au numérique de façon générale. Mais c'est aussi au niveau des scientifiques de mieux communiquer sur le processus scientifique, de manière à ce que des personnes qui s'écartent en fait de la démarche scientifique soient immédiatement identifiées comme telles, si vous voulez. Donc, ce qu'il faut savoir, par exemple, c'est que quand quelqu'un en science prétend détenir une vérité et que tous les autres se trompent, son premier job, c'est d'essayer de convaincre les autres scientifiques qu'il a raison. Donc, et c'est pas de faire une interview sur YouTube pour essayer de convaincre les citoyens qu'il a raison, que les autres scientifiques ont tort. Il doit commencer par essayer de convaincre les autres scientifiques à l'aide de données, à l'aide de la démarche scientifique, etc. Et c'est seulement à l'issue de ce processus-là qu'à un moment, le consensus sur une question va se déplacer. Donc chaque fois qu'un scientifique se met dans une posture « j'ai raison et tous les autres sont des imbéciles », ça doit déclencher une espèce d'alarme dans l'esprit des gens, de se dire, mais pourquoi est-ce qu'il s'adresse à moi avec ce message-là, et pourquoi est-ce qu'il ne cherche pas à convaincre d'autres scientifiques de son message? Et ça, c'est vraiment une espèce de réflexe, parce qu'en fait, c'est ça la première mission d'un scientifique. Et ça ne veut pas dire que les personnes qui s'écartent d'un discours dominant ont toujours tort, ça c'est pas vrai, mais ça doit déclencher une espèce de méfiance ou une beaucoup plus grande vigilance par rapport à un discours de quelqu'un qui est porté dans le seul contre tous, parce que souvent, c'est des personnes qui pour d'autres raisons se retrouvent un peu isolées et essayent en fait de bypasser, de court-circuiter, si vous voulez, la communauté scientifique pour s'adresser directement aux gens pour les influencer. Mais pour prendre une autre citation de votre livre, vous écrivez « Le contexte est également idéal pour voir fleurir des thèses complotistes complètement invraisemblables qui proposent des explications simplistes à la crise. » Complot, lit de l'extrémisme, est-ce qu'il y a des moyens d'éviter cela? Mais je pense que le seul moyen, c'est la prévention, effectivement. Enfin, on retombe en fait sur la question précédente. C'est qu'en fait, il faut que les uns et les autres sachent comment la science fonctionne, si vous voulez. Et ça, c'est un investissement à long terme. Le problème, c'est qu'en temps de crise, c'est difficile d'investir ça parce que les choses sont faites. On doit composer avec une certaine connaissance du processus scientifique qu'il y a dans la population. Et là, c'est presque, il faut rentrer sur le ring, et aller et contre-communiquer. Il n'y a pas vraiment d'autre choix, et présenter des arguments et essayer d'expliquer les choses le mieux possible. Mais dans les périodes de non-crise, il faut aussi faire ce travail, si vous voulez, que les scientifiques eux-mêmes s'investissent peut-être davantage dans cette
communication vers le grand public de ce qu'ils font, de leurs pratiques, de la manière dont ils travaillent, de la manière dont ils échangent, pour que justement en temps de crise, il y ait une espèce de confiance plus forte sur laquelle on puisse s'appuyer, quoi. Mais le Volard en direct, le 23 décembre 2021, ont beaucoup touché le public. Est-ce que c'est compliqué de rester tout le temps professionnel? Alors c'est amusant que vous en parliez comme ça, parce que c'est comme si l'émotion n'était pas professionnelle. Et or, on est comme ça on est rentré dans une espèce de catégorie où tout d'un coup, se laisser à l'émotion est considéré comme quelque chose de tout à fait, une espèce de grand écart par rapport à une forme de bonne conduite. Voilà, l'émotion à moi, elle vient parce qu'à un moment, c'est une émotion, je suis un peu révolté, ça m'a tourné en tête pendant la nuit, donc il y a probablement un peu de fatigue, et je me laisse un peu déborder comme ça. Mais à la fois, ça fait partie de ce qu'on est en tant qu'être humain. Parfois, on est révolté, parfois on se laisse déborder par des émotions, et je vois pas en quoi ce serait pas professionnel de le faire, si vous voulez. Donc, on est dans cette espèce d'illusion du contrôle où, si on parle toujours en étant en contrôle de soi, ça donne l'impression qu'on maîtrise mieux les choses. Je pense pas que c'est pas ma vision. C'est pas ma vision. Alors, ça veut pas dire qu'il faut chaque fois que les interventions doivent donner lieu à des grands épanchements émotionnels, etc. Mais c'est amusant, j'ai pas mal de personnes qui m'ont écrit, qui m'ont dit « Ah, monsieur Juppé, c'est assez rare de voir des gens qui s'autorisent à laisser parler des émotions par rapport à des questions. Et en fait, ils disent, en fait, c'est bien. » Voilà. Et donc, moi, j'ai envie de retenir ça parce que je pense que quand on coupe tout des émotions, on donne comme ça. Parfois, c'est une espèce de fausse sécurité, si vous voulez, par rapport à un certain nombre de choses. Et donc, c'était au cœur de la troisième vague et on assistait à un moment donné à une forme de désobéissance civile jusqu'à ce qu'il y ait même des cinémas qui refusent de fermer en même temps que le reste du secteur culturel. Est-ce que vous trouvez que cette désobéissance civile, c'est un reflet de l'esprit critique ou c'est plutôt aberrant par rapport à la... C'est les deux. C'est les deux. C'est les deux. Donc, il y a à la fois dans les mouvements de contestation, dès le moment où il y a une mesure qui est difficile, il y a forcément des mouvements de contestation qui vont monter par rapport à une mesure qui est difficile à suivre. C'est légitime. Quand on nous impose une nouvelle contrainte, si on comprend bien la raison pour laquelle on nous l'impose, on est prêt à s'y soumettre. C'est d'où toute l'importance de la bonne communication. Mais si on a l'impression que ce qu'on nous impose est disproportionné ou inutile ou pris un peu à la légère, forcément ça suscite une espèce de révolte et la volonté de pas se soumettre à une injonction, même si c'est une injonction qui vient de l'État. Donc moi, les mouvements... Et c'est pour ça, en fait, que j'étais touché, en réalité. Ça permet de rebondir sur la question précédente. Parce que, si vous voulez... Pour moi, ce qui est le plus important dans une société, c'est la cohésion sociale. Donc c'est le fait que les uns et les autres, on soit conscients qu'on fait partie d'un tout et que tout problème, on peut le résoudre à partir du moment où on travaille ensemble. L'instrument de la cohésion sociale, c'est la représentativité et c'est le système démocratique. C'est-à-dire qu'on accepte de déléguer un pouvoir sur nos propres actions à d'autres personnes, parce et on va faire confiance en ces personnes, en fait, qu'elles vont prendre des décisions qui vont nous concerner de façon proportionnée, juste. Si à un moment le gouvernement ne donne plus l'impression que les mesures qu'il prend sont proportionnées, justes, en fait, il rompt cette espèce de lien de confiance qui le lie à la population. Et s'il n'y a plus cette confiance-là, en fait, ça devient très dangereux parce que ça suscite justement une forme de décomposition de ce lien, de ce lien social, et ça amène justement à des mouvements de révolte, de désobéissance civile, des choses comme ça. Et c'est pour ça que j'étais ému, j'ai l'impression que le gouvernement, en fait, n'avait pas mesuré à quel point il poussait le bouchon loin dans cette disproportion, à un point de rupture, et qu'il y avait toute une série d'acteurs qui, en fait, avaient perdu toute confiance dans le gouvernement à ce moment-là. Et donc, je comprends que ces acteurs, à un moment, disent, ben non, vous n'avez pas, malgré le fait que nous vous déléguions le pouvoir de décision,
Et sans remettre en cause le processus démocratique, nous n'acceptons pas la légitimité de votre décision parce que vous n'avez pas réussi à nous convaincre qu'elle soit juste et proportionnée. L'adhésion ou pas aux mesures sanitaires est quelque chose de très subjectif qui renvoie à des responsabilités quand même individuelles. Dans votre livre, vous écrivez « 10 morts Covid n'ont pas le même impact, la même signification, le même poids dans l'opinion publique en octobre 2020 qu'en mars 2020. Sommes-nous blasés? Sommes-nous retournés à l'individualisme ?» Et je dirais même plus, elles ont encore moins une signification encore différente aujourd'hui, en mai 2022. Hein. Donc il y a encore là 6 ou 7 morts par jour. Et si on observe le paysage médiatique pour le moment, c'est comme si le Covid avait disparu, comme s'il n'était plus là, alors qu'on est à un niveau de décès qui est encore pas complètement négligeable, quoi. Il y a encore des personnes qui sont hospitalisées tous les jours pour cause de Covid. Il y a des personnes qui décèdent tous les jours pour cause de Covid. Et ça, c'est vrai que... Mais en même temps, à la fois, c'est un constat, on pourrait faire un constat, comment c'est pas normal, mais à la fois, c'est aussi une forme c'est aussi un processus normal. Dès le moment où on est face, c'est une réalité aussi qu'il y a une nouvelle maladie qui circule, qu'il n'y avait pas avant, et que cette maladie a un certain impact, et qu'à un moment, la société doit pouvoir continuer de fonctionner. Et la société, voilà, d'une certaine manière, on n'a jamais empêché qu'il y ait 0 cas de décès, de cancer ou d'autres pathologies. Et à terme, si vous voulez, le Covid est destiné à devenir une maladie parmi d'autres, dont on cherche à minimiser l'impact dans notre société par un certain nombre de mesures, mais qui sera traitée comme on traite la grippe, les autres infections respiratoires, les allergies, les cancers, les maladies cardiovasculaires. Elle n'aura plus ce caractère exceptionnel qu'elle a eu pendant 2 ans parce que il y avait toute cette pression et cet impact que ces vagues d'épidémies simultanées pouvaient mettre sur les systèmes de santé, et c'était vraiment ça le problème principal. Donc, il y a une espèce de... C'est une réalité aussi que, de facto, nos sociétés sont occupées à accepter les décès parce qu'en fait, de certaine manière, on n'a pas vraiment le choix, sauf à repartir comme certains pays le font, dans des stratégies zéro Covid, mais qui seraient en fait assez disproportionnées par rapport aux autres problèmes de santé qui existent et vis-à-vis desquels on ne fait pas nécessairement la même chose. Mais le ministre de la Santé, Frank Vandenbroek, a remis sur le tapis l'utilisation du pass sanitaire en cas de reprise de l'épidémie. Avec le recul, ce pass, il avait vraiment une utilité ? Alors, l'utilité démontrée du pass sanitaire, c'est l'effet incitatif du pass sanitaire. Ça, on l'a vu dans plusieurs pays. C'était un peu moins le cas en Belgique parce qu'il est intervenu assez tard par rapport à la campagne de vaccination, à un moment où, je dirais, la quantité d'hésitants vaccinaux était beaucoup plus faible que dans d'autres pays. Par exemple, en France, on a vraiment vu qu'après l'annonce de Macron de l'équivalent du pass sanitaire en France, il y a eu vraiment une augmentation assez rapide des vaccinations. Et ça, c'est un effet assez bénéfique parce que plus il y a de personnes vaccinées, plus il y a de personnes qui sont protégées contre les formes sévères. Et donc, pour elles-mêmes, c'est vraiment une bonne chose. Là où l'efficacité est beaucoup plus difficile à mesurer, et j'ai pas connaissance de travaux qui l'aient fait, c'est sur l'efficacité en termes de dispositifs pour contrôler la transmission. Et c'est vrai que là, je trouve qu'on manque un peu d'évidence scientifique pour montrer que ce soit réellement utile. Et je comprends pas très bien pourquoi le ministre Vandenbroek poursuit dans cette voie-là, dans le contexte actuel, où effectivement, on a des différentiels en termes de niveau d'infection entre personnes vaccinées et non vaccinées qui ne deviennent pas faciles à mesurer. Et puis, ce qui se passe aussi, c'est que les parcours d'infection deviennent très différents. Donc, on peut avoir quelqu'un qui est non vacciné, et qui en fait s'est fait infecter 2 ou 3 fois, et qui en fait a une assez bonne couverture. Donc, une assez bonne protection immunitaire. Donc, plus le temps avance, plus je trouve que la pertinence de ce pass sanitaire devient moins évidente. Donc, je m'interroge un petit peu pourquoi est-ce qu'il veut vraiment pousser ce dispositif législatif-là. Est-ce qu'il aurait... mais je m'étais déjà exprimé là-dessus au Parlement, quand il y a eu tout ce débat sur l'obligation vaccinale. J'avais fait valoir un peu mon scepticisme sur l'efficacité du pass sanitaire comme instrument de limitation de la transmission.
Et donc, il aurait plutôt fallu remplacer ça par l'obligation vaccinale, ou bien ce n'est pas non plus quelque chose... Non, en fait, il faut se rendre compte qu'en Belgique aujourd'hui, il n'y a plus énormément de gens qui n'aient pas été soit vaccinés, soit infectés. Et donc, en fait, le bénéfice maintenant d'une obligation vaccinale serait extrêmement réduit. Et donc, pourquoi aller chercher le bazooka législatif, si vous voulez, pour obliger des gens à se faire vacciner à un moment où le bénéfice serait extrêmement réduit. Si on était à 30 ou 40% de taux de vaccination, qu'il y avait la moitié de la population belge qui était très mal protégée, là, je trouve que la question se poserait dans tout à fait d'autres termes, parce que il y a un devoir on peut accorder à l'État une espèce de devoir de protection, si vous voulez. C'est la même raison pour la même raison qu'on nous oblige à porter notre ceinture de sécurité. En fait, le fait de porter sa ceinture de sécurité a aucun impact sur la sécurité des autres, mais on nous oblige quand même à le faire. Donc, il y a une légitimité de la part de l'État à nous imposer quelque chose pour nous protéger. Et s'il y avait une grande proportion de la population qui n'était pas vaccinée, je trouve que la question se poserait vraiment dans tout à fait d'autres termes. Mais là, le bénéfice serait vraiment, je pense, assez mineur pour une opposition qui serait très très forte de la part de ceux qui en ont fait un combat assez fort pour des raisons qui leur appartiennent. Et au niveau du baromètre Corona, qui a mis quand même beaucoup de temps à voir le jour, qui n'a pas été utilisé énormément, c'est un coup dans l'eau? Trop d'énergie pour pas grand-chose ou... Pas forcément. En termes d'efficacité du moment, en fait, il est arrivé très 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 tard. Donc en fait, il y a d'autres pays qui ont mis en place l'équivalent d'un baromètre et qui l'avaient mis très tôt. Je pense à la Nouvelle-Zélande, par exemple. Ils ont eu une espèce de baromètre comme ça à 4 niveaux, où à chaque niveau correspondait un ensemble de mesures. Et chaque fois qu'une région ou une sous-région passait dans un niveau, automatiquement, il y avait tel type de mesure qui s'activait dans cette sous-région. Ils ont fait ça dès le début de la crise. Je crois qu'ils ont mis ça en place dans le courant de la première vague. Et ce baromètre les a accompagnés pendant toute leur gestion de crise. Et ça a été très utile. Et donc, je pense que ça aurait été utile si c'est quelque chose qu'on avait pu mettre en place dès le départ avec des critères assez clairs. Il se fait que pour des tas de raisons de l'histoire, des vagues épidémiques, de l'histoire politique, dans la manière dont ça a été géré, en fait, la mise en œuvre de ce baromètre était venue très 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 tard, à un moment où son utilité devenait peut-être moins grande. Donc voilà, je pense pas que ça remette en cause l'utilité du principe d'un baromètre, parce qu'en fait, il permet une certaine prévisibilité de la part de chacun, mais il est arrivé très tard, et donc je pense pas que si on demande à un politique s'il estime que ça a été très utile, je pense pas qu'il y en a beaucoup qui diront oui. Dans votre livre, vous abordez les tentatives de processus participatif, donc ces processus où des citoyens sont tirés au sort pour donner leur avis sur des sujets qui sont normalement discutés par les politiques ou par des experts. Est-ce pour vous une solution d'avenir? Le citoyen lambda est capable de participer activement, au même titre qu'un scientifique ou qu'un politique, à ce genre de débat? Alors, pas n'importe comment, et avec des protocoles assez bien pensés, mais oui. C'est-à-dire, ma réponse est oui. C'est-à-dire que je pense qu'un ensemble de citoyens bien informés, dans un protocole clair, peut prendre des décisions, on peut aboutir à des décisions qui sont bien pensées, bien argumentées et tout à fait pertinentes. Et il y a eu toute une expérience qui s'appelait le G1000 qui avait testé ça en conditions réelles avec 1000 citoyens tirés au sort pour réfléchir à des questions sur l'évolution de nos sociétés. Et quand c'est fait comme ça peut aboutir à des résultats très utiles et qui ne viennent pas se substituer au processus politique, mais qui peuvent apporter des compléments vraiment utiles au processus démocratique conventionnel. Donc moi, je ne le vois pas comme un instrument nécessairement je le vois comme un instrument plutôt de réforme du système démocratique qui vient compléter en fait le système de démocratie représentative. En particulier pour des questions dans lesquelles on est un peu dans des cul-de-sac, si vous voulez, où, par exemple, des mesures impopulaires sont toujours très très difficiles à passer parce que pour un parti qui les porterait seul, ça devient un peu une espèce de suicide politique d'essayer de seul porter quelque chose qui serait impopulaire. Or, des mesures impopulaires sont parfois nécessaires. On l'a bien vu dans cette crise, mais là, on est face à l'urgence, donc tout le monde était d'accord. Mais par rapport à l'enjeu climatique, par exemple, c'est très difficile d'avancer parce que des mesures
plus impopulaires visant à limiter nos émissions, ne sont pas faciles à porter au niveau politique sans se faire ramasser aux élections suivantes, quoi. Et donc ça, c'est vraiment une vraie difficulté. Et je pense que les processus participatifs, s'ils sont bien pensés, peuvent nous aider à sortir de certaines impasses dans lesquelles on se trouve. Donc visiblement, c'est un des enseignements que vous tirez de Tout à cette fait, crise. oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez pu retirer de cette crise et qui pourraient être réfléchies ou appliquées pour le futur, pour mieux gérer? Un des enseignements, c'est que je pense qu'en temps de crise, il faut absolument prévoir des lieux de débat ouverts entre scientifiques, où les scientifiques intéressés par une question, que ce soit une crise climatique, économique ou migratoire, puissent discuter ensemble et que ce soit, je dirais, à l'abri des caméras, parce que si c'est des sujets sensibles, il ne faut pas non plus que la parole soit, que les gens n'osent pas s'exprimer parce qu'ils ont peur qu'on leur reproche d'avoir dit quelque chose. Et c'est aussi un effet des médias, hein, c'est qu'en fait, bon, on ne s'exprime pas nécessairement de la même manière. Et puis ça permet aussi d'utiliser le jargon qu'on a entre nous, qui permet de communiquer de façon beaucoup plus efficace sur des tas de questions. Et on ne peut pas faire ça en plateau, par exemple, sinon plus personne ne comprend rien. Donc voilà, ça c'est vraiment un des enseignements, je pense. Et alors en termes de communication dans les médias, je pense qu'il faut apprendre à communiquer aussi sur ce qui nous semble évident, qu'on oublie parfois de communiquer, parce qu'en fait un scientifique, il y a des tas de choses qui sont évidentes pour lui et qu'il ne réalise pas qu'elles ne sont pas évidentes pour les autres. Et donc ces éléments-là, souvent, ils se perdent dans la communication. On n'en parle pas parce qu'on n'a même pas conscience que ce sera utile d'en parler. La deuxième chose, c'est que parfois, vous mettez deux scientifiques autour d'une question sur laquelle ils doivent débattre. Il y a toujours certains éléments de la question sur lesquels ils sont d'accord. C'est ce qu'on appelle une espèce de socle de consensus. Mais ça ne les intéresse pas de débattre sur ce qui fait consensus. Et ça n'intéresse pas le journaliste non plus. S'il a invité deux personnes, ce n'est pas pour qu'elles passent 10 minutes à dire « je suis d'accord ». Et donc, en fait, le consensus n'est pas communiqué. Et donc, on a l'impression que les scientifiques se chamaillent tout le temps, mais parce qu'en fait, ils ne prennent pas le temps de communiquer les éléments sur lesquels ils sont d'accord, avant de commencer à débattre sur les points sur lesquels il y a des désaccords. Donc, il y a une série comme ça de choses sur lesquelles on peut apprendre en fait de cette crise en matière de communication, qui, je pense, permettrait de donner une meilleure représentation des questions qui est accessible au grand public. Et en dehors de ça, il y a des choses que vous auriez fait différemment avec le recul, si c'était à refaire? Mais c'est toujours facile de le dire avec le recul parce qu'on a appris des choses pendant la crise. Forcément, on apprend. Pas tellement, en fait. Pas tellement. Si ce n'est à certains moments Voilà, c'est vrai que de par mon tempérament, je suis toujours dans une recherche de consensus et qu'il y a certains moments où peut-être parfois il faut affirmer les choses de façon un peu plus forte. Mais c'est toujours assez difficile à dire parce que c'est vrai qu'on prend toujours des décisions en fonction de ce qu'on pense juste à un moment donné avec les éléments qu'on a. Et c'est pas facile de rétrospectivement se remettre dans cette position-là, de dire est-ce que j'aurais dû faire les choses autrement. Voilà. Alors, une dernière question. Vous terminez votre livre en écrivant que l'économie doit être au service de l'homme et non l'inverse, un plaidoyer pour un peu plus d'humanité? Mais je pense, certainement, mais je pense qu'en fait, ce que la pandémie nous a montré, c'est qu'en fait, c'était bien toujours là dans nos sociétés. C'est-à-dire qu'en fait, avant la pandémie, moi, on a comme ça connu des années durant lesquelles on avait l'impression que l'économie prenait le pas sur tout. C'est-à-dire que, ah ben non, on ne peut pas faire ça, c'est un problème pour la croissance, des choses comme ça. Et puis là, tout d'un coup, face à la menace, quand elle devient proximale, ben on arrête tout. On arrête les avions, on arrête les usines, on arrête tout. On arrête vraiment tout pour protéger les personnes qui sont les plus vulnérables dans nos sociétés, qui sont en fait pour la plupart économiquement inactives. Donc dans une logique purement économique, il n'y avait aucune raison de faire un lockdown. Parce qu'il faut savoir, 95% de la mortalité, c'est des personnes de plus de 65 ans, c'est des personnes qui ne travaillent plus. Donc si on suivait une pure logique de rationalité économique à court terme, ben en fait le lockdown n'aurait pas existé de la même manière en tous les cas, sauf à considérer qu'il pourrait
que l'épidémie pourrait avoir un impact au travers de la déstructuration des services de soins qui pourrait se reporter sur l'activité économique, etc. Ce qui est vrai aussi. Hein. Donc c'est peut-être un peu caricatural ce que je dis là, mais je pense pas que ce soit là la motivation. Je pense que la motivation première, c'était de se dire, maintenant il faut sauver les gens, quoi. Et il faut protéger les personnes qui peuvent l'être. Et si l'économie doit s'arrêter, ben l'économie s'arrête et on verra après. Et c'est ce qu'on a fait. Et je pense que ça, il faut s'en souvenir dans la manière dont on envisage un certain nombre d'autres choses. C'est qu'avant tout, ben, on est des êtres humains et on doit essayer de faire en sorte de maintenir les meilleures conditions pour nous, pour les autres générations, de meilleures conditions de vie, quoi. Et l'économie nous aide à faire ça. Il ne faut pas les mettre en opposition, mais l'économie est un moyen, pas une fin en soi. En tout cas, il y a beaucoup d'enseignements à tirer des 2 années que nous avons vécues. Un grand merci pour le temps que vous nous avez consacré, pour votre témoignage sincère et très éclairant sur votre expérience avec les médias et sur la crise. Et donc, nous conseillons chaleureusement la lecture de votre livre, Juste un passage au JT, pour connaître mieux les tenants et les aboutissants de la crise que nous avons vécue. Voilà. Et alors, je souligne, parce que si vous vous dites, j'en ai marre d'entendre parler du Covid, il y a des tas d'autres choses dans le bouquin. C'est vrai.